10 histoires vraies d'horreur, volume 7. Histoire 1. À 15 ans, j'ai eu ma première petite amie. Nous vivions dans un quartier aisé, des rues très calmes et paisibles. Ma petite amie, Casey, habitait aussi à 2 pâtés de maison de là. Alors je pouvais me rendre chez elle presque tous les soirs à pied. Un jeudi soir, pendant les vacances, n'ayant rien à faire, j'ai entrepris de marcher jusqu'à la maison de Casey. Il était plutôt tard dans la nuit, mais je n'avais pas vraiment de couvre-feu, donc ça n'avait pas d'importance. Mais assez vite, j'ai cru commencer à entendre des bruits autour de moi. Et quand je dis autour de moi, je veux dire principalement derrière moi. La première fois que je l'ai entendu, c'était le bruit d'un buisson qui était secoué. Je n'ai tourné la tête que pendant 1 seconde sans m'arrêter. J'ai juste commencé à marcher un peu plus vite, c'est tout. Quand j'ai atteint le pâté de maison suivant, j'ai entendu un autre bruit, une brindille ou un petit bâton qui craque. Cette fois, je me suis arrêté et je me suis retourné. Tout ce que j'ai vu, c'était la rue vide et les buissons qui s'alignaient le long de chaque propriété pour séparer les trottoirs des propriétés des gens. En gros, à côté de la rue, il y avait un mur de buissons et je n'ai vu personne ni rien qui aurait pu produire ces bruits étranges. J'ai encore accéléré le pas et j'approchais de la dernière ligne droite vers la maison de Casey. Bien sûr, il y a eu un autre son, cette fois plus comme des pas rapides, légers. Je me suis retourné de nouveau sans m'arrêter. Personne, rien. Je pouvais maintenant voir la maison de Casey. Je l'ai appelée et elle a décroché immédiatement. Je lui ai dit à quel point j'étais paniqué parce que j'entendais constamment des bruits. J'ai contourné les buissons qui entouraient son allée et suis entré dans sa propriété. Je l'ai remarqué en train de regarder par la fenêtre de sa chambre à l'étage. Elle m'a fait signe de la main pendant qu'elle était au téléphone et je lui ai rendu son salut. Puis elle m'a demandé « Qui est ce gars juste derrière toi ?» Je me suis retourné et j'ai vu un homme adulte marchant accroupi à peut-être 3 mètres derrière moi. J'ai hurlé, couru vers la porte et commencé à la frapper violemment. L'homme m'a attrapé et a essayé de m'étrangler, mais il a lâché prise et s'est enfui très rapidement. La mère de Casey a ouvert la porte avec une expression de consternation. Elle m'a fait entrer et a claqué la porte alors que Casey arrivait en courant. J'étais à bout de souffle et j'avais l'impression que mon cœur battait à 1000 à l'heure. La mère de Casey m'a serré dans ses bras, m'a posé quelques questions, puis a appelé la police pour signaler un homme dangereux en liberté dans la ville. La mère de Casey m'a permis de rester cette nuit-là pour des raisons évidentes, et elle m'a ramené chez moi le lendemain. Histoire 2, c'était une nuit dangereusement orageuse. Tout le monde dans ma famille faisait ses propres affaires. J'étais dans ma chambre à regarder la télé, mes parents étaient dans le salon à regarder une comédie, et ma sœur jouait aux jeux vidéo à l'étage. J'appréciais habituellement les nuits orageuses comme celle-ci parce que cela me détendait. J'étais détendu jusqu'à ce qu'un coup monstrueux retentisse à ma fenêtre. J'ai sauté et j'ai regardé dehors. Il y avait quelqu'un devant ma fenêtre, mais la grande quantité de pluie qui tombait sur la vitre brouillait son visage. Il a commencé à frapper violemment à ma fenêtre. On aurait dit qu'il criait à l'aide. J'ai ouvert la fenêtre juste un peu et il a hurlé « Laissez-moi entrer, je suis blessé !» La pluie était si forte que j'ai dû lui crier de venir devant la maison. Puis j'ai refermé ma fenêtre. J'ai couru au salon pour dire à mon père qu'un homme semblant en détresse criait à l'aide dehors. Et puis, les coups et les cris d'aide ont retenti à notre porte d'entrée. Mon père était sur le point d'ouvrir la porte d'entrée, mais je l'ai arrêté. J'ai dit « Attends » car je n'étais pas sûr que ce soit une bonne idée. Puis le téléphone a sonné et sur la télé, l'identifiant de l'appelant affichait le nom de notre voisin d'à côté. Mon père a couru décrocher. Quand je l'ai entendu dire « Non, c'est pas vrai », j'ai su que quelque chose n'allait pas. Il a raccroché le téléphone et a dit « Éloignez-vous de la porte ». Il n'a pas expliqué pourquoi. Il s'est juste dirigé vers la fenêtre pour jeter un coup d'œil au perron. C'est là qu'il a dit avoir vu un homme accroupi frapper violemment à la porte, tenant une sorte de grand outil tranchant. Mon père a crié à travers la porte d'entrée à l'homme de s'en aller avant que la police n'arrive. Puis il a effectivement appelé la police. Finalement, l'homme à l'extérieur a abandonné et il a disparu la fois suivante où nous avons vérifié.
Quand mon père était au téléphone avec le voisin, celui-ci lui a dit qu'il avait vu un homme à l'allure sans abri fouiller dans son abri de jardin et en ressortir avec une grande hache. La police a retrouvé l'homme dérangé errant dans les rues et l'histoire a fait la une des journaux quelques jours plus tard. Histoire 3. Une nuit, quand j'étais un tout jeune enfant, j'étais dans le salon à regarder mon dessin animé préféré. La télé était assez forte, mais j'ai cru entendre ma mère m'appeler d'en bas. J'ai répondu « Quoi ?» Elle n'a pas répondu, alors j'ai supposé qu'elle ne m'entendait pas. Je l'ai entendue m'appeler de nouveau, alors je suis descendu au sous-sol. Les lumières étaient éteintes, alors à mi-chemin, j'ai appelé ma mère. Elle n'a pas répondu. Je ne savais pas d'où elle pouvait m'appeler. Mais une chose était certaine par contre, elle n'était pas au sous-sol. J'ai commencé à remonter les escaliers, mais avant même d'atteindre la dernière marche, j'ai de nouveau entendu la voix de ma mère depuis le sous-sol qui m'appelait. J'ai regardé dans l'obscurité la plus totale. J'ai couru jusqu'à la dernière marche, j'ai allumé les lumières et j'ai redescendu à mi-chemin, jetant un coup d'œil dans le sous-sol. Je n'ai vu ma mère nulle part là-bas. Soudain, une vague d'horreur m'a envahi. J'ai remonté les escaliers en pleurant, appelant ma mère. Elle est arrivée en courant des escaliers d'en haut, et je lui ai dit en pleurant que quelque chose m'appelait d'en bas et que ça ressemblait exactement à sa voix. Elle m'a juré qu'elle ne m'avait pas appelé. Elle est descendue au sous-sol pour vérifier et me rassurer, mais je ne me sentais pas mieux. Je suis sûre qu'elle ne m'a pas cru. Pourquoi l'aurait-elle fait? J'étais un petit enfant, mais je sais toujours ce que j'ai entendu. Histoire 4. J'ai grandi en Californie pendant les 14 premières années de ma vie. Notre quartier n'était pas le meilleur, notamment parce que c'était une zone connue pour être habitée par les Crips. Si vous ne savez pas, les Crips sont membres de l'un des plus grands gangs de rue de Los Angeles. Mon meilleur ami, que j'ai toujours appelé Stevie D, habitait à 2 portes de là. Nous avions d'autres amis bien sûr, mais nous passions souvent du temps ensemble, juste lui et moi. Nous faisions habituellement du vélo ensemble en ville ou jouions aux jeux vidéo, des choses de gamins quoi. Quand nous avions 12 ans, nous faisions du vélo dans le quartier un soir et avons décidé de visiter une maison abandonnée bien connue. Elle était inhabitée depuis de nombreuses années car personne ne voulait l'acheter pour une raison ou une autre. Quand nous sommes arrivés à vélo devant la maison, Stevie a pointé la fenêtre du doigt et a dit « Regarde !» J'ai poussé mon vélo un peu plus près de la fenêtre et j'ai concentré ma vision dessus. Je pouvais voir quelqu'un jeter un coup d'œil par la fenêtre. Je ne pouvais pas dire s'il nous regardait ou non, mais c'était définitivement un visage humain entre les rideaux. C'était extrêmement étrange, considérant que l'endroit était à l'abandon depuis des années. Nous nous sommes rapprochés un peu, sur l'allée vide en fait. En nous approchant, il semblait que c'était une décoration d'Halloween ou quelque chose comme ça, comme une fausse tête. Cela signifiait que quelqu'un s'était faufilé dans la maison pour la mettre là. Stevie D et moi, étant les gamins espiègles que nous étions, avons eu l'idée de nous faufiler par l'arrière, d'une manière ou d'une autre, et d'explorer les lieux. Nous avons caché nos vélos sur le côté de la maison derrière un buisson envahi par la végétation, puis nous nous sommes faufilés dans le jardin. À notre surprise, la porte arrière était déjà déverrouillée. Mais en y pensant, ce n'était pas si surprenant, étant donné qu'il semblait que quelqu'un s'était déjà introduit pour y déposer cette fausse tête. Nous sommes entrés dans la maison, mais nous ne voulions pas allumer les lumières et révéler notre présence. Il faisait sombre à l'intérieur, mais pas complètement noir, donc nous pouvions nous déplacer dans la maison. Nous sommes allés d'abord au salon, parce que nous voulions voir cette fausse tête à la fenêtre. Cela sentait très mauvais dans cette pièce, cependant. J'ai ramassé la tête du rebord de la fenêtre et je l'ai immédiatement lâchée en hurlant. Je l'ai lâchée non pas parce qu'elle était étonnamment lourde, mais parce qu'elle ressemblait à de la vraie peau. J'ai vu un liquide sombre s'écouler du bas de la tête, qui était maintenant sur le sol. C'était du sang. C'était une vraie tête humaine. Il y avait 2 craquements au plafond au-dessus de nous. Stevie et moi nous sommes regardés, bouche bée. Nous avons couru vers la porte arrière et sommes remontés sur nos vélos pour ficher le camp de là. Toute personne dans notre entourage immédiat a rapidement appris que la tête appartenait à une victime des Crips qui l'avait apparemment placée là comme une sorte de message. Je ne pense pas que quiconque connaissait toute histoire, mais il y avait de fortes chances que celui qui avait placé cette tête-là soit toujours dans la maison, car Stevie et moi avons tous les deux entendu des craquements au plafond au-dessus de nous, comme si quelqu'un descendait les escaliers. Histoire 5.
Mon grand-père m'a récemment raconté une histoire. C'était à propos d'une nuit où il promenait son chien. Il avait l'habitude d'avoir un petit Boston Terrier nommé Chéri, qu'il avait baptisé en l'honneur d'une vieille amie décédée. Mon grand-père vit à environ 2 heures de chez nous, dans une ferme, et il ne se passe pas grand-chose là-bas. Il vit avec sa femme Marianne, qu'il a épousée il y a environ 15 ans. Chaque jour, Marianne promenait Chéri le matin et mon grand-père la promenait le soir. Lors d'une promenade habituelle au coucher du soleil, mon grand-père promenait Chéri sur le chemin de terre habituel qui longeait les bois à côté de leur propriété. Mon grand-père a croisé une autre personne sur le sentier et Chéri a instinctivement aboyé et tiré vers elle, comme le font la plupart des chiens quand ils voient des étrangers. Mon grand-père a dit bonjour à l'étranger, qui portait une grande capuche, mais l'étranger est passé sans même scier. Alors lui et le chien ont continué à marcher. Chéri continuait à regarder en arrière de temps en temps et à aboyer cependant. Mon grand-père lui disait de se taire et tirait sur sa laisse pour la faire avancer. Finalement, mon grand-père s'est retourné pour voir ce que Chéri pouvait bien aboyer. L'étranger qu'il avait croisé quelques minutes plus tôt le traquait derrière un arbre, à une certaine distance. Mon grand-père a décidé d'accélérer le pas le plus vite possible. À son âge avancé, il porte toujours une bombe lacrymogène dans la poche de son grand manteau, juste au cas où. Il se rapprochait de la maison quand soudain, il a entendu des claquements de feuilles sur le sol à quelques centimètres derrière lui. Mais avant qu'il ne puisse se retourner, il a senti la chaleur d'un gant lui couvrir la bouche et le nez, l'empêchant de crier ou de respirer. Mon grand-père raconte qu'il pouvait entendre Chéri aboyer et mordre l'étranger, ce qui a peut-être aidé à relâcher un peu la prise de l'homme. Mon grand-père dit qu'il a lutté pour sortir la bombe lacrymogène de sa poche, mais quand il y est parvenu, il l'a vaporisée au moins 10 fois et a continué à le faire même après que l'homme qui le retenait ait lâché prise et ait commencé à crier. Mon grand-père a couru aussi vite qu'il le pouvait pour s'échapper et retourner chez lui. Il allait parfaitement bien. Histoire 6. L'année dernière, un homme est venu à la porte de ma maison vers 21h. Il a frappé, alors j'ai appelé ma mère et elle est allée voir qui c'était. Au fait, nous vivons dans une zone rurale, donc les visites si tardives sont extrêmement rares et étranges. L'homme a parlé à ma mère de l'ouverture de son entreprise, lui a demandé si elle aimait les produits fabriqués aux États-Unis, puis lui a tendu un récipient de Clorox comme échantillon. Il est retourné à sa mini-fourgonnette et l'a ouverte pour prendre un soi-disant aspirateur. Ma mère a vu 5 autres hommes assis à l'intérieur. Elle m'a dit de courir chercher mon téléphone, puisque nous n'avions pas de téléphone fixe. Je ne l'ai pas trouvé, alors j'ai pris mon couteau et je me suis tenu au coin de la pièce. Elle a jeté le récipient dehors et leur a dit de ficher le camp de sa propriété et qu'elle allait appeler la police. Ils ont démarré en trombe de l'allée et nous n'avons plus jamais revu la voiture. Histoire 7. J'ai toujours été un adepte des sports extrêmes depuis que je suis petit. Alpinisme, parapente, plongée sous-marine, bien que j'ai toujours été un skieur passionné. J'allais skier à la montagne au moins 10 fois par saison, parfois avec des amis, parfois seul. Mon ami, que j'appellerai Q, a accepté de venir à la montagne faire du camping avec moi pour que nous puissions faire du ski de randonnée. Ce qui consiste essentiellement à skier en pleine nature, dans des zones non balisées ou non surveillées, en dehors des limites d'une station de ski. C'était à 3 heures de route, puis une bonne partie de tout terrain pour arriver là où se trouvaient les collines. J'ai garé mon camion au bas d'une zone d'apparence correcte, pleine de collines. Mais je me suis aussi arrêté là parce que je ne pouvais vraiment pas aller beaucoup plus loin, étant donné qu'il y avait trop d'arbres. Q et moi avons ensuite déchargé l'arrière de mon camion de toutes nos affaires, y compris l'équipement de ski et le matériel de camping. Puis nous avons marché environ 400 mètres, ce qui représentait un travail incroyable avec tout ce que nous portions. Nous avons trouvé un endroit parfait pour installer le campement, juste au pied d'une montée, et dans une petite clairière entre les arbres. Monter la tente et décharger nos sacs de couchage et notre équipement, etc. était la première priorité. Quand tout cela a été fait, nous avons commencé notre randonnée en haut de la colline pour explorer la zone. Nous avons pas mal marché, mais nous avons aussi beaucoup skié. À un moment donné, Q et moi nous sommes perdus en descendant une plus grande colline. J'ai supposé que je le retrouverais en bas ou que je finirais par le trouver. J'ai vérifié le talkie-walkie juste pour voir s'il répondait, mais il ne l'a pas fait, ce qui signifiait qu'il descendait probablement encore.
À un moment donné, alors que je marchais avec mes skis au bas de la colline, j'ai rencontré quelqu'un, un autre skieur. Il avait l'air très amical sous son masque de ski, me demandant où étaient les meilleures collines et si nous faisions du camping, etc. Il avait ses skis attachés à son sac à dos orange. J'ai pointé la colline que je venais de descendre et j'ai aussi indiqué la direction où nous avions installé notre camp. Il a dit que lui et sa femme cherchaient un bon endroit pour camper près d'autres personnes et m'a demandé si je pouvais le conduire à mon campement. Même si je n'avais vraiment pas envie de refaire tout le chemin, je me suis senti obligé d'être un bon samaritain et d'aider cet homme et sa femme. J'ai sorti mon talkie-walkie à nouveau et j'ai dit au micro à Q que je retournais au campement pour un moment. J'ai commencé à guider l'homme qui était derrière moi quand soudain j'ai commencé à capter des interférences de l'autre bout du talkie. Il semblait que quelqu'un, probablement Q, essayait de me parler, mais la connexion était exécrable. Je ne pouvais rien y faire à part revenir à cette colline après. Il a fallu pas mal de marches et de petites discussions avec l'homme avant que nous n'atteignions le campement. Je me suis tourné vers lui et j'ai souri sous mon masque de ski, ce que j'ai réalisé instantanément était inutile. Il semblait très reconnaissant pour lui et sa femme. Puis je lui ai finalement demandé « Où est votre femme ?» Il n'a pas répondu. Il a commencé à s'approcher de moi. Au début, je n'y rien pensé, mais pour une raison quelconque, quelque chose à propos de ses skis et de son sac à dos m'a frappé. Ils appartenaient à Q. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé « Est-ce Q? Est-ce qu'il me fait une blague ?» Mais ce n'était pas possible. La voix était trop différente de celle de Q. L'homme n'était plus qu'à quelques mètres de moi à ce moment-là, et il accélérait le pas pour une approche plus intimidante. J'ai paniqué et j'ai sauté dans la tente pour chercher mon pistolet de détresse dans mon sac. L'homme m'a attrapé la jambe qui dépassait de la tente et j'ai ressenti une violente et intense torsion dans ma jambe, comme un choc électrique sévère, suivi d'une sensation de brûlure. J'ai hurlé de douleur alors que je parvenais tout juste à sortir le pistolet de détresse, à pousser la porte de la tente et à le viser sur l'homme. Il a immédiatement reculé, les mains en l'air, et c'est là que j'ai remarqué le couteau profondément enfoncé dans ma jambe. J'ai ordonné à l'homme de me dire où était mon ami. Il a répondu rapidement, disant qu'il était près du bas de la colline où il m'avait trouvé. J'ai dit à l'homme de rester immobile pendant que j'appelais le 112 pour demander un sauvetage immédiat. Mais l'homme s'est enfui très facilement pendant que j'étais au téléphone. Je ne pouvais pas faire grand-chose avec un seul coup de pistolet de détresse. J'avais l'impression d'attendre là, dans le froid, avec ma jambe qui saignait, une éternité, jusqu'à ce qu'enfin le son rassurant d'un hélicoptère de secours plane au-dessus de moi et j'ai tiré ma fusée de détresse. Je n'arrive pas à croire que j'ai réellement été récupéré par un hélicoptère, grâce auquel j'ai aidé à localiser mon ami allongé dans la neige au milieu de la colline. Il était inconscient et il avait aussi été poignardé 2 fois à la jambe puis volé. Il a essayé de me parler par le talkie-walkie alors qu'il perdait connaissance, mais la connexion était mauvaise. Nous sommes tous les deux allés à l'hôpital, mais nous allons bien aujourd'hui. Histoire 8. Je vivais dans une petite ville universitaire. Mon complexe d'appartements était à distance de marche du quartier des bars / centre-ville. Un soir de semaine, je suis sorti sur notre porche pour fumer 1 ou 2 cigarettes. J'étais resté debout tard pour étudier. J'ai apporté mon manuel avec moi et je me suis allongé sur les escaliers pendant que je fumais. Une fille, que je n'avais jamais rencontrée auparavant, mais qui vivait dans l'appartement d'à côté au rez-de-chaussée, est rentrée du centre-ville. Elle était seule et on pouvait dire à sa démarche qu'elle avait bu. Elle est entrée dans son appartement et a à peine eu le temps de fermer la porte avant qu'un homme, sorti de nulle part, ne frappe à sa porte. Elle a ouvert et j'ai remarqué qu'il s'était présenté, ce qui était étrange car il était d'environ 2h30 du matin. Qui vient à l'appartement d'une fille au hasard à cette heure-là? J'ai donc décidé de rester dehors et d'être attentif. Ils ont fini par parler pendant plus de 10 minutes. Elle a reconnu plus tard à quel point la situation était bizarre, mais ne savait pas comment mettre fin à la conversation. Il faisait les choses les plus effrayantes, comme il a tendu la main et lui a caressé les cheveux au moins 3 fois, et il essayait de se rapprocher lentement d'elle et de la porte. Je me suis fait un point d'être bruyant avec mon manuel afin qu'il sache que j'étais là, et il a disparu aussi étrangement qu'il était apparu.
Nous avons appelé la police et quelques jours plus tard, ils nous ont fait, à elle et à moi, nous asseoir avec un expert en portrait robot. Dès que le portrait robot a été rendu public, des vagues d'appels ont afflué. L'homme s'est avéré être un violeur en série qui suivait les filles seules rentrant des bars et prétendait être un taxi, leur offrant un transport. Cette fille a juste eu de la chance parce qu'elle vivait si près des bars qu'il n'a pas eu l'occasion de mettre en œuvre sa combine de taxi. Histoire 9. Je n'ai utilisé Craigslist qu'une seule fois dans ma vie. Et cette unique fois m'a laissé un très mauvais goût en bouche. Voici pourquoi. Le gars avait posté une annonce pour une table de ping-pong que je voulais acheter pour mon colocataire et moi. Nous avons convenu d'une heure pour que je vienne la chercher ce soir-là. J'ai dû retirer les sièges arrière de mon camion pour pouvoir y faire rentrer la table. Je me suis garé devant la maison du type et lui ai envoyé un message disant que j'étais là. J'ai vu la porte s'ouvrir, alors je suis sorti de mon camion et j'ai marché rapidement jusqu'à sa porte d'entrée pour le saluer. J'ai étendu la main pour une poignée, mais je ne pense pas qu'il ait vu mon bras. Alors, après quelques secondes gênantes, j'ai baissé ma main. Il m'a dit, avec sa voix grave de fumeur, de le suivre au sous-sol. Toute la maison avait une odeur particulière. Pas exactement une mauvaise odeur ou une odeur inquiétante, juste une sorte d'odeur cotonneuse et fumée. Nous sommes arrivés au sous-sol et la table de ping-pong était là, en plein milieu de la pièce. Soudain, il a dit « Oh zut, je dois trouver les raquettes !» Alors il est remonté en courant et m'a dit d'attendre là. J'ai attendu un moment là-bas, supposant qu'il avait égaré les raquettes et qu'il avait du mal à les trouver. J'ai commencé à fouiner un peu dans son sous-sol, à regarder ses photos et tout. C'était bizarre. Il avait des photos encadrées posées sur les meubles, mais c'était toutes des photos de lui seul, sans membres de sa famille. Il y en avait une où il était au moins avec un chien, mais c'était à peu près tout. Je dirais que 10 minutes se sont écoulées et j'étais toujours coincé à attendre là-bas. Alors j'ai commencé à être encore plus curieux. Il y avait une arrière-buanderie, des barras dans son sous-sol que j'ai commencé à observer pour une raison quelconque. Il y avait un tiroir de son bureau de travail qui était à moitié ouvert. Je l'ai complètement ouvert et il a révélé de vieilles photos Polaroid. Mais ces photos étaient horribles et troublantes. C'étaient toutes des photos prises d'une fille attachée à une chaise, la bouche couverte de rubans adhésifs. Il y avait aussi des dossiers jaunes empilés à côté des photos. Ils étaient étiquetés de A à Z. Je n'ai pas eu le courage d'ouvrir les dossiers et de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai sorti mon téléphone pour prendre des photos du contenu du tiroir et j'avais l'intention de les envoyer immédiatement à mes amis. Mais je n'avais pas de réseau là-bas. Il était vraiment temps de partir. J'ai couru vers la porte en haut des escaliers, mais mon cauchemar n'a fait qu'empirer en découvrant que la porte était fermée à clé. Cependant, dès que j'ai essayé la poignée, j'ai entendu la voix grave et rauque de l'homme de l'autre côté de la porte. Il s'excusait, disant que la porte était accidentellement fermée à clé et qu'il allait chercher la clé très vite. Je n'ai pas dit un mot en réponse. J'ai examiné attentivement la serrure, j'ai couru en bas des escaliers jusqu'au bureau de travail de l'homme, j'ai attrapé 3 tournevis de tailles différentes et j'ai essayé chacun d'eux dans la serrure de la porte. Le plus petit tournevis a réussi à s'insérer dans la serrure de forme rectangulaire, me permettant de le tourner juste assez pour déverrouiller et ouvrir la porte. Je ne me suis pas arrêté pour regarder autour de moi. J'ai simplement couru dehors et suis monté dans ma voiture. Je n'ai pas regardé en arrière vers la maison. J'ai simplement conduit jusqu'au poste de police le plus proche, je leur ai montré les photos, leur ai donné l'adresse, leur ai dit où trouver les photos, et cela a suffi pour qu'ils commencent leur enquête. Quelques jours plus tard, j'ai obtenu toutes les informations. L'homme faisait partie d'un réseau de pédopornographie sur le web profond. C'est apparemment ainsi qu'il gagnait sa vie. Pourquoi il a décidé de m'enfermer dans son sous-sol? Cela me dépasse. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il avait l'intention de faire avec moi, mais évidemment, ce n'était rien de bon. Histoire 10, j'ai fait du babysitting pendant mon adolescence. Quand j'avais 14 ans, j'ai gardé un petit garçon de 6 ans nommé Cody une fois. Ses parents m'ont laissé peu d'instructions, à part commander une pizza pour le dîner et ne pas le laisser entrer dans leur chambre. Ils m'ont aussi fait une remarque intéressante, disant que Cody avait tendance à agir différemment des autres enfants et qu'il parlerait à lui-même ou à son ami imaginaire, surtout quand il jouait avec ses jouets.
Donc, c'était en milieu de journée, il pleuvait à verse dehors. Je regardais une ancienne émission de type Wipeout qui passait à la télé au début des années 2000. Cody était par terre, jouant avec ses jouets éparpillés dans le salon. Cody n'arrêtait pas d'utiliser le nom d'Agnès. Il agissait comme s'il jouait avec un autre enfant assis devant lui. L'un de ses jouets, qui se trouvait à l'autre bout de la pièce, s'est activé de nulle part. J'ai trouvé ça étrange parce que le jouet était l'une de ces petites choses en forme de cube avec une manivelle que l'on tire vers le bas et un arrière-plan de course simulé apparaît à l'écran. C'était le genre de jouet qui demandait un effort pour être activé, et là, il s'était activé tout seul. J'ai demandé à Cody comment c'était possible. Il m'a regardé et a dit « Agnès joue avec ». Je dois admettre que c'était un peu troublant de l'entendre dire ça. J'ai ramassé le jouet et je l'ai éteint. Cette nuit-là, pendant la dernière heure, en attendant le retour de ses parents, j'étais dans la salle de bain à me préparer. Quand on a frappé à la porte, « Cody » dis-je, j'ai ouvert la porte. Cody n'était pas là. J'ai regardé dans le couloir à la recherche de Cody. L'une des portes au fond du couloir a commencé à s'ouvrir lentement, très lentement. J'ai éteint les lumières de la salle de bain et je suis entré dans la pièce, m'attendant à voir Cody s'amuser, essayant de me faire peur. Au lieu de cela, Cody était assis sur le lit, dans le coin éloigné de la pièce, me regardant. Je lui ai demandé « Qui vient d'ouvrir la porte ?»« Agnès » a-t-il dit. Maintenant vraiment paniqué, je suis allé chercher Cody sur le lit et je l'ai emmené dans le salon, où j'ai passé le reste de mon service jusqu'au retour de ses parents. Je n'ai rien mentionné des choses étranges qui s'étaient passées, mais quand ils m'ont recontacté pour garder Cody quelques semaines plus tard, je ne les ai jamais rappelées.